Les amis, bonjour, bienvenue dans l'émission À votre santé sur TVADP. Nous sommes le 28 octobre 2024 et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui viendra pour la toute première fois dans cette émission, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de lui auparavant. Juste avant de commencer, un petit remerciement pour Patrick Le Thérapier qui m'a envoyé son livre, encore une belle compilation de toutes ces folies que nous avons subies pendant la crise Covid. Le titre Covid-19, un complot mondial contre nos droits d'être humain, nos libertés fondamentales, notre santé et notre vie. C'est très complet. Le sous-titre, tuez-les, mais sauvez Big Pharma. Tout est dit. Un petit rappel également pour le troisième tome de Jean-Michel Jacquemart-Festin. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Où là, après la crise Covid et l'OMS, on part beaucoup plus loin et on part dans l'OTAN, la DARPA, etc. Et c'est aussi un pavé, certes, mais extrêmement complet, fouillé, documenté comme il sait le faire. La dernière chose, et non des moindres, qui est plus facile à lire, peut-être plus étroit, mais également bien complet et bien agréable, Patrick Jolan et Jean-Marc Sabatier, et on rediscutera de tout ça avec Patrick Jolan prochainement. Amis, entend tous ces fréquences qui te tuent. C'est peut-être un sujet qu'on pourra également aborder avec notre invité du jour d'ailleurs, et j'invite tout de suite le docteur Yves Couvreur à nous rejoindre sur l'antenne de TVADP. Bonjour Yves. Bonjour Eric, bonjour chers confrères. Merci bonjour et bienvenue, c'est bien la première fois que tu viens sur cette émission et ça me fait très plaisir de t'accueillir. On a eu quelques petits échanges sur les réseaux sociaux il y a peu de temps parce que tu avais réagi suite à une des émissions qu'il avait faites avec le docteur Ilyes Barli, qui est le président de l'Association internationale pour une médecine orthomoléculaire, à propos du cancer et des mitochondries. On va peut-être en parler un petit peu. Juste pour te présenter brièvement, et si tu veux bien, après tu compléteras. Tu es médecin anatomopathologiste, retraité. Alors, médecin anatomopathologiste, que nous on appelle dans notre jargon les anapathes. Je vais juste décrire ce que c'est. C'est le petit rat du laboratoire. C'est-à-dire que le médecin ou le chirurgien enlève une pièce de tissu humain, il l'envoie au médecin anapathe qui lui dit ce que c'est, quelle est la définition exacte, quels sont les marqueurs qui y sont associés, et ça nous donne à nous, médecins et chirurgiens, des capacités de traitement. Tu es également écrivain. En 2003, tu as écrit un livre qui s'appelle Une mystérieuse encéphalite à propos de la mort de Jean-Luc Lagardère, que toi tu considères comme un assassinat. Il ne s'agissait pas d'une encéphalite selon toi. On pourra en discuter, en parler ensemble. En discuter certainement pas parce que je ne connais pas le sujet, mais je te laisserai en parler. Mais clairement, tu es passé d'une analyse médicale à des conclusions politiques. C'est très intéressant. Tu as également interviewé une soixantaine de personnes concernant les victimes des armes à énergie dirigée. Donc ça peut très bien rejoindre le livre de Patrick Jolan, donc on pourra peut-être aussi en discuter pendant cette émission qui, je rappelle, a un format de 1 heure. Je vais te laisser la parole. Je voudrais juste que tu puisses compléter cette présentation et puis éventuellement aussi nous dire comment toi tu as traversé cette crise Covid, parce que j'ai l'impression que tu étais quelqu'un déjà d'assez assez averti de ce qui se passait et qu'on n'a pas pu te la faire à l'envers. À toi. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Anapathe, puisqu'anatomopathologiste, effectivement, c'est ceux qui reçoivent les petits morceaux, que ce soit des biopsies ou des pièces opératoires, et qui disent ce qu'ils voient, et dans la mesure du possible, de faire un diagnostic correct, souvent un diagnostic de cancer. Donc c'est vrai que nous sommes des hommes de l'ombre, mais nous sommes des hommes et des femmes, bien sûr, incontournables. Je voudrais rajouter quand même que j'ai traité plus de 350 Covid à l'ivermectine depuis 3 ans maintenant, avec un taux de succès de 100% et un taux d'effets secondaires sérieux de 0%, c'est-à-dire que quand on me propose d'autres traitements que le mien, je demande à voir les statistiques de l'autre traitement parce que il me paraît difficile de faire mieux et donc éthiquement, je ne vois pas pourquoi j'essaierais autre chose. Ce n'est pas du tout de l'autoflagornerie, mais c'est un fait et je peux montrer tous les dossiers, bien entendu. Je ne raconte pas ça dans le vent. Donc ça, c'est une des grandes activités depuis mon arrivée à la retraite. Et l'autre activité, c'est effectivement, comme tu l'as dit, d'interviewer des victimes de harcèlement en réseau et d'armes à énergie dirigées. Les deux choses sont finalement liées par, alors on va prononcer un mot qui tue, donc par un grand complot, parce que ces choses sont liées, bien entendu.
Depuis 2021, j'ai commencé à dénoncer l'activité vaccinale sur Kéros, euh, où j'avais dit que ça serait un désastre sans nom, sauf pour nos confrères qui pourraient trouver la matière à des publications originales en quantité, ce qui s'est révélé tout à fait exact. Je n'avais pas vu, pas anticipé le côté cancérologique de la cancérogenèse liée à cette activité pseudo-vaccinale. Ça, je le reconnais. Je pense que le pire, malheureusement, est encore devant nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si donc tu confirmes un peu comme Jean-Marc Sabatier qu'on est qu'à l'aube de grosses complications sévères, ne serait-ce qu'en cancérologie, mais peut-être également en d'autres pathologies, parce que je suppose que parmi les 300 personnes que tu as suivies pour Covid, il y a eu aussi des personnes qui étaient vaccinées et qui ont eu aussi des complications post-vaccinales. Oui, au départ, pour des raisons, je dirais, politiques, et je dirais que je suis un colérique, donc j'étais très en colère contre les vaccinés et je refusais de les soigner, m'en occuper, en disant, vous avez fait ça, tant pis, débrouillez-vous. Moi, je ne vous ai jamais poussé, j'ai toujours dit que c'était une bêtise, donc je ne vois pas pourquoi on me demande à moi de venir corriger la bêtise. Et j'en ai pris, je crois, une vingtaine. Je regrette de l'avoir fait parce que j'ai eu beaucoup de déboires. Je ne veux pas faire des généralités, mais ils n'ont pas montré beaucoup d'épines dorsales pour refuser l'injection. Ils n'en ont pas montré beaucoup après. Donc, je garde quelques patients qui ont témoigné publiquement, donc je peux citer leurs noms. Il y a Lucie, il y a Pierre et il y a Macha. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu de la part de mes confrères beaucoup de légèreté à injecter ce produit dont ils ne savaient rien, sauf une chose, c'est que le Covid lui-même était très peu mortel. Ça, c'était clair. Or, ils n'avaient donc aucune raison de pousser à ça et ils l'ont fait d'une manière, je le dis, odieuse. Et je suis prêt à défendre ce point de vue, même au-delà de ne pas respecter la loi ni la déontologie, puisque la loi, en tout cas en Belgique, imposait d'avoir un consentement éclairé pour se faire injecter ce truc-là. Or, ils ne pouvaient pas donner le consentement éclairé puisqu'ils ne savaient même pas ce qu'il y avait dedans, ça avait été refusé officiellement, et a fortiori, ils n'avaient pas de données pour dire le rapport coût-bénéfice est positif ou pas. Donc, ils se sont mis eux-mêmes en dehors de la loi, en dehors de la déontologie. Mais ce qui explique aujourd'hui, et tu l'as vécu dans ta chair, si j'ose dire, que nos confrères sont dans une impasse. Pour eux, faire demi-tour aujourd'hui et reconnaître qu'ils n'auraient pas dû pousser au vaccin et qu'ils auraient dû prendre en charge probablement les victimes, ça serait reconnaître non seulement qu'ils ont fait des bêtises, ce qui n'est pas très grave, ça peut arriver à tout le monde, mais que ce sont des bêtises de masse et qui ont obéré de manière significative parfois la santé des malades. Donc malheureusement, il n'y a aucune espèce de chance que le corps médical fasse demi-tour. Il faut se mettre à leur place. Ça n'est psychologiquement pas possible. Oui, c'était exactement ce que disait Ariane Bilran aussi, que du point de vue individuel comme du point de vue collectif, le déni va être présent, il va être une force psychique tellement importante et nécessaire pour ces personnes-là, de manière à ce qu'elles ne sombrent pas dans une dépression suicidaire. On ne voudrait effectivement pas, ni toi ni moi, que nos collègues se mettent une balle. Mais il est fort probable qu'effectivement, pour s'en sortir, ils n'ont pas d'autre choix que, puisqu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, il faut dénigrer, voire tuer le messager qui leur annonce la mauvaise nouvelle, qui est the messenger. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Alors, si on peut plonger maintenant dans le domaine Covid, alors pourquoi l'ivermectine? On va dire ça entre nous. Là. Je pense que toi, je ne t'apprendrai rien, mais quand on fait le calcul, c'est la spike qui est l'élément dangereux dans ce machin qui est le Covid, qui a été fabriqué assez largement à l'Institut Pasteur grâce à l'intelligence du professeur Frédéric Tanguy, qui a pris un coronavirus qui a greffé une fois de la malaria ou une fois du VIH, des esprits malins au sens diabolique du terme ont très vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient y trouver, et d'où ce qu'on a appelé les gains de fonction, c'est-à-dire pour rendre ce truc-là encore plus dangereux. Bon, pour ce qui est de la spike, elle permet à la fois au, on va dire virus pour aller plus vite, de se coller aux cellules et particulièrement aux cellules endothéliales
et de les détruire. Et c'est ce qui fait que c'est une maladie qui est essentiellement micro-angiopathique. J'ai eu d'ailleurs à connaître un dossier de médico-légal d'une jeune fille de 17 ans morte 15 jours après une injection vaccinale. Et au fond, elle avait détruit tout son tissu endothélial, c'est-à-dire le revêtement des vaisseaux, qui était devenu poreux, ce qui fait que quand on lui a mis 20 litres pour essayer de regonfler sa personne, ces 20 litres se sont retrouvés dans les tissus extracellulaires. Mais il faut voir les contorsions intellectuelles de nos consoeurs légistes pour essayer de dire que c'est pas le vaccin, c'est pas le vaccin, c'est pas le vaccin. C'est peut-être bien le vaccin quand même. Donc voilà, mais ça montre bien, une fois de plus, la collusion des milieux médicaux avec ici l'État, puisque ce sont des légistes, elles dépendent du ministère de la Justice. D'ailleurs, d'avoir un ministère de la Justice, c'est déjà une contradiction en des termes. Donc on voit bien de nouveau la notion de complot. On voit que ce ne sont pas des individus qui dérapent, c'est tout un système qui est construit dans un but criminel. Alors, tu parlais de la protéine spike, hein, protéine de pointe. Est-ce que tu avais, je suppose que tu avais vu passer cette publication internationale en avril 2021 qui a été relayée par le Salk Institute aux États-Unis, qui est quand même pas rien, le Institut Salk, qui disait que la protéine de pointe joue, du nouveau coronavirus, nouveau à l'époque, hein, joue un rôle clé supplémentaire dans la maladie et reconnaissait que c'était pas le virus en lui-même, cette chose qui a été fabriquée, qui était responsable des symptômes de Covid, mais cette protéine de pointe. Or, le problème des vaccins ARN tels que nous ont été vendus, c'est que ils étaient censés nous faire permettre à nos cellules de fabriquer cette protéine. Autrement dit, bon, moi, je suis pas généticien, je suis pas virologue, mais on demande à notre corps de fabriquer la protéine qui donne les symptômes du Covid et on s'étonne que les gens vaccinés soient malades. Évidemment. Et malgré ça, malgré cette publication, qui est quand même issue du Salk Institute, les autorités sanitaires et politiques et puis les médecins ont tous marché dans le jeu de la vaccination. Alors tu disais qu'ils y voyaient peut-être un intérêt, mais je pense surtout qu'ils y voyaient un intérêt financier. Ça permettait également je connais quand même pas mal de médecins ou de pharmaciens qui ont fait des travaux dans leurs officines ou qui se sont rachetés de nouvelles bagnoles. C'est vrai, mais malheureusement, c'est une analyse, pardonne-moi, mais un peu marxisante et qui loupe, je dirais, l'essentiel, parce que l'argent est effectivement un moteur, mais c'est loin d'être le seul. Nous avons avoir affaire à un phénomène qui est un phénomène d'un complot messianique satanique. Et ces gens sont dans le pouvoir. L'argent n'est qu'une déclinaison du pouvoir. Mais je ne dis pas que ça n'a pas joué. Mais plus fondamentalement, c'est la notion de pouvoir, c'est-à-dire que les gens au-dessus d'un tel ont reçu les ordres et ainsi de suite par cascade. Et plus personne n'a osé moufter en disant, enfin, on fait tout et n'importe quoi, parce que c'était une expérience de 1000 grammes à grande échelle, où on a vu ce que c'était que la capacité des individus à obéir à des mots d'ordre venant d'une autorité. Oui, et puis une dilution des responsabilités qui fait que personne ne se sent coupable de. C'est ça, exactement. Donc, c'est pas de ma faute, on m'a dit de le faire. J'ai d'ailleurs été interviewé par un flic il n'y a pas longtemps pour importation de l'ivermectine au nom de mon ASBL. J'avais la caisse de l'ivermectine dans le commissariat. Je lui ai dit, vous savez combien de personnes je pourrais traiter avec ça qui ne peuvent pas se soigner aujourd'hui? Parce que l'État belge a mis l'ivermectine à 100 fois le prix mettons, de l'Inde ou de l'Égypte. Il me dit, monsieur, je suis désolé, mais c'est le règlement. Je lui ai dit, écoutez, ça, j'ai déjà entendu il y a 80 ans, pour faire rouler les trains vers Auschwitz, on avait des ordres. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il a coupé l'interview et il m'a dit, vous ferez une déclaration politique annexe à votre déclaration d'importateur, avec menace quand même, de privation de liberté. J'attends toujours la réaction du procureur. Je crois qu'on va enterrer l'affaire, sachant à quel individu méchant, dangereux et incontrôlable ils ont affaire. Donc, voilà. Alors, l'ivermectine est au centre du traitement puisqu'elle permet une double action. La première, c'est de faire sauter, c'était son rôle, les parasites intestinaux qui hébergent Covid.
et ensuite de bloquer la protéase qui transforme la spike brute produite soit par le Covid sauvage, soit par le Covid vaccinal. Et donc, elle est et c'est une des raisons pour lesquelles je suis de nouveau en bataille avec nos milieux, où je ne vois que trop souvent des gens me proposer de la nattokinase, du NAC-glutathion et je ne sais tout quoi, avec un inventaire à l'après-vert où il manque juste le raton laveur et où on met l'ivermectine tout à fait comme si c'était annexe. C'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est contre tout bon sens, c'est contre l'expérience. Et là, nos milieux sont en train de dériver terriblement. Je ne citerai pas de nom parce qu'on va encore dire que je suis méchant. Mais dans nos milieux, beaucoup de gens s'expriment à tort et à travers et au fond font preuve du même dogmatisme et du même formatage, mais inversé que les gens que je combats depuis bientôt 4 ans. Mes amis Annelise Bocquet et Tiffaine Passol disaient exactement la même chose que toi concernant la nattokinase et son danger de l'utiliser du fait de ses propriétés possiblement amyloïdes en sectionnant la protéine spike en différentes protéines qu'on ne maîtrise pas. Absolument, et ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens de ne pas bloquer le processus en amont et de ne s'attaquer qu'aux conséquences. C'est tout à fait illogique. Il y a un célèbre cardiologue américain qui parle beaucoup de la nattokinase et on a quand même appris il y a peu de temps de ces larges conflits d'intérêts. Ah oui, tout à fait, mais ça n'a pas empêché, et je ne citerai de nouveau pas de nom, de gens que je connais d'assez près, de se faire les grands apôtres de la nattokinase. Et quand je pose des questions en disant « Peux-tu m'expliquer ça, ça, ça et ça ?» j'ai droit à des insultes dans nos propres milieux. Donc, on est dans une situation qui est inquiétante, à la fois parce que les gens d'en face n'ont pas fini l'opération Covid, et on va peut-être parler du Covid chronique, et en même temps, ils sont en train de relancer une opération dont, dans nos milieux, on se moque, à mon avis, à tort, qui est l'opération monkeypox, smallpox, c'est-à-dire variole du singe vers la variole humaine. Et j'essaie d'expliquer qu'on est en train de nous refaire avec monkeypox ce qu'ils ont fait avec H1N1 pour préparer Covid. La séquence est très facile à comprendre. Monkeypox, c'est 30 000 paires de bases ADN. C'est une épizootie, c'est pas très grave, ça attaque les animaux, ça attaque les êtres humains. Ces 30 000 paires de bases contiennent 10 000 paires de bases qui, elles, correspondent à la variole humaine, qui n'attaque que les êtres humains, mais qui est extrêmement dangereuse. Et grâce à l'intelligence, à la sagacité de monsieur le professeur Christian Perron, qui s'enorgueillit, tous les gens nés après 1980 n'ont plus d'immunité contre la variole. Quand celle-ci ressortira, ça va être un massacre sans nom. Donc pour toi, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pas un simple chiffon rouge agité par les médias, mais il faut s'inquiéter largement, vacciné ou non vacciné contre la Covid-19, il faut s'inquiéter largement des retombées du monkeypox. Oui, parce que on voit la séquence que les autres vont faire. Ils vont prendre monkeypox, ils vont voir qu'il n'y a pas tellement de gens qui courent prendre le vaccin. Accessoirement, c'est surtout en Afrique que M. Gates se déplace pour aller injecter tout le monde. Et après ça, ils font un vaccin. Bon. Et puis, ils font un variant parce qu'ils vont le faire en laboratoire. Et ce variant va coller de plus en plus à smallpox. Chaque fois, il deviendra plus agressif et chaque fois, ils viendront en disant, vous voyez, c'est à cause de ces salauds de non-vaccinés que nous avons des variants de plus en plus agressifs. Moi, je pensais qu'ils allaient sortir la variole des frigos dont apparemment Christian Perron n'avait pas connaissance. Et je pensais qu'ils allaient le sortir d'une manière brutale, mais ils sont beaucoup plus futés que ça. Ils vont le faire de manière rapidement progressive en rajoutant et les vaccins, et le graphène, et les nanos et compagnie. C'est un bijou diabolique des gens d'en face. Écoutez bien ce que je vous dis. Selon toi, donc nous arrivons aussi dans le cadre du transhumanisme, si on en est là, puisque tu parles de graphène, tu parles de nanotechnologie. Est-ce qu'on peut considérer qu'on va être encore des êtres humains? D'un point de vue strictement légal, déjà plus, puisque les gens qui ont été
la bonne idée de se faire injecter sont maintenant, pour un certain nombre, des objets génétiquement modifiés. Et les gens qui les ont modifiés, puisque on sait qu'au départ, ils ont utilisé la technique ARN, mais on sait qu'ils n'ont pas continué. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais au départ, il fallait absolument des frigos à moins 80. Et ils avaient raison, parce que l'ARN était extrêmement fragile et labile, et peu efficace. Mais en plus, la technique PCR n'était pas suffisamment rapide. Donc, ils sont revenus à la bonne méthode de l'ADN plasmidique qu'ils ont utilisé pendant des années. Alors, plasmide, c'est une petite boucle d'ADN dans laquelle il y a, à la grande satisfaction de tout le monde, un virus qui s'appelle le SV40 et qui est un virus oncogène, c'est-à-dire qu'il induit des cancers. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit fleurir des turbocancers, c'est la présence de cet ADN qui s'intègre évidemment directement dans l'ADN humain. Et chez des patients qui secrètent, là on l'a démontré, de la spike maintenant tout le temps parce qu'ils ont intégré le génome. Donc ils sont des organismes génétiquement modifiés et la loi permet à ceux qui les ont transformés de dire vous ne vous appartenez plus, vous m'appartenez à moi. Elle n'est pas belle la vie. Est-ce que toi, dans ta pratique de médecin naprapathe, tu as vu, ou peut-être avec discutant avec tes collègues, des cancers ou des différentes pathologies directement imputables soit au virus lui-même, soit à ces vaccins? Comme tu sais, je suis retraité, mais mon épouse et moi, donc mon épouse que je salue et que je remercie pour son courage et son abnégation d'avoir un mari tel que moi, je le dis sans rire, hein, vraiment. Nous avons connu des diagnostics de cancer que nous n'avions jamais vus pendant 40 ans. Je songe à certaines formes de cancer du sein avec des marqueurs tout à fait inhabituels. Je songe à des pathologies de type cancer des voies biliaires fulminant chez des jeunes patients, ce que nous n'avions jamais vu également, et un certain nombre de cancers, on va dire, du cerveau, pour ne pas compliquer les choses, dans des populations et en quantité qui nous paraissent tout à fait anormales. Donc il y a une augmentation quantitative, visiblement dans des populations qui n'étaient peu ou pas à risque de fabriquer un cancer, mais en plus avec un type de pathologie qui soit était rarissime dans les catégories d'âge, soit présentait des signes de quelque chose d'inhabituel en termes de cancérisation. Alors, il y a plusieurs personnes sur cette émission et dans d'autres émissions de TVADP qui se sont prononcées concernant ces injections qu'on nous a présentées comme des vaccins et qui nous parlent, je pense notamment au professeur Trito, mais aussi à quelqu'un qui a un peu changé d'avis sur ce sujet en un an de temps, c'est le professeur Christian Perron, dont on a parlé tout à l'heure, et qui, la plupart des personnes qui sont venues dans cette émission à qui on a posé la question avec Eric Montana, ils sont persuadés, voire convaincus, que ces produits sont des armes biologiques, mais vraiment des armes à destinée militaire et qu'on est victime d'un complot mondial, on va dire les mots tels qu'ils sont, et avec forte probabilité d'une volonté de destruction et de dépopulation. Est-ce que c'est aussi ton opinion d'observateur? Ça me paraît absolument inévitable comme analyse, aussi déplaisante soit-elle. J'ai vu en 2020, en même temps qu'il y avait tous ces lockdowns et ces histoires-là, courir chez moi pour nous mettre la 5G, échanger dans les rues tous les poteaux, les lampadaires, les faire passer en LED. Mais tout ça, ce sont des relais énergétiques d'une opération 5G, graphène et nano. Je sais bien que Perron n'aime pas trop qu'on parle du graphène non plus, mais enfin, de temps en temps, il a une espèce de sursaut, évidemment. Et je n'ai pas besoin d'expliquer que l'oxyde de graphène, lui-même, soumis à un champ magnétique, change de conformation. Et là où on a affaire à une plage en 2 dimensions, on peut très bien le sphériser. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que donnera une bille, microbille, partout dans le système vasculaire.
les gens vont tomber comme des mouches. Ceci associé, évidemment, aux nanorobots. Et pourquoi en face sont-ils tellement endiablés à nous injecter? C'est parce qu'ils veulent faire l'équation entre le lot injecté à telle personne et les nanos qu'ils ont injectés et programmés. Ce qui permettra dans un temps ultérieur, soit de changer la conformation du graphène, soit de modifier la technologie biologique des individus ainsi ciblés, mais on pourra prendre un individu, 10 individus, toute une population loco-régionale, bref, on fera ce qu'on voudra. Et en plus derrière, puisqu'on a commencé à évoquer le sujet des armes à énergie dirigée, il est bien évident que le programme qui nous est destiné, c'est celui de Matrix. Monsieur Gates ne s'est jamais gêné pour dire, il n'est pas le seul, qu'on voulait réduire la population de 95%, ils vont y arriver. Mais les 5% restants seront dans Matrix. Voilà, ils seront sous contrôle mental, ils seront dans un univers, un métavers. Voilà, c'est le programme que ces gens d'en face nous disent, plus ou moins dissimulés, mais ils le disent quand même assez clairement. Oui, on est devant ça. Mais peut-être après, on pourrait réembrayer sur le Covid chronique parce que c'est vraiment mon cheval de bataille. Oui, justement, je voulais te demander d'en parler. Quand on parle de Covid chronique ou de Covid long, on a tendance parfois même à mélanger un petit peu les choses et à mêler ce qui relève des complications directement liées à la protéine spike virale, mais également des personnes qui se plaignent des mêmes symptômes, de mêmes difficultés, parfois plus exacerbées, après ces injections vaccinales. Et nos confrères ose tout de même mettre ça sur le compte du Covid et de toute façon parle de Covid long, essaie de traiter comme un Covid long. Et de l'expérience que j'ai pu en avoir de quelques retours, c'est très compliqué pour nos collègues de se dépatouiller de ça parce que c'est une pathologie nouvelle. Ils ne savent pas comment soigner et ils me semblent complètement démunis, ils ne semblent pas avoir les armes nécessaires pour ça. C'est pire. Ton observation? C'est pire. En fait, leur gros problème, c'est de trouver une boîte diagnostique qui ne mette pas trop en avant l'importance du vaccin qu'ils ont poussé. Donc, je vais prendre quelques exemples. Et là, j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent, le message suivant passe. Aujourd'hui, il y a une espèce de forfanterie dans les meilleurs milieux, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu la capacité à résister à la poussée vaccinale, de croire qu'ils sont protégés définitivement. Ils ont tort. On sait que le Covid long, et on va revenir là-dessus, touche à peu près 20% de la population. C'est un minimum et je pense que c'est plus. Seulement les symptômes sont parfois discrets, sournois et les patients ne s'en rendent pas compte. Mais 20% de Covid long, ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais vacciné ou non vacciné. Et aujourd'hui, ce que je vois, qu'il n'y a pas de différence de destruction entre les vaccinés et les non vaccinés victimes de Covid long, parce que c'est juste une question quantitative. Les vaccinés qui présentent ce genre de symptômes prennent le raccourci, ils vont plus vite vers la catastrophe. Mais les autres ne sont pas du tout indemnes. Je vais prendre quelques exemples. D'abord, le mot de Covid long est une malhonnêteté en soi. Ça fait partie des nombreuses malhonnêtetés. Bon, pourquoi? Parce que jusqu'en mi-2021, on a parlé, je ne sais pas si tu t'en souviens, de Covid persistant. Bon. Le mot Covid long, et tu le sais comme moi, en médecine, en tout cas en pathologie inflammatoire, n'a jamais existé. Long, ça signifie une longueur finie, déterminée. Donc, ça signifie Covid long, que ça va s'arrêter un jour spontanément. Il n'en est rien. C'est un Covid chronique, c'est-à-dire que ça peut ne pas s'arrêter, mais ça continue. Ce n'est pas simplement que jouer sur les mots, parce que c'est très important de comprendre qu'il y a une destruction progressive de l'individu qui ne se débarrasse pas de Covid. Je prendrai 4 cas rapides de non-vaccinés qui ont tous des symptômes de ce Covid chronique, c'est-à-dire une fatigue inexpliquée, persistante, souvent des maux de tête. Également, ce qui est classique, c'est ce brouillard dans la tête. Je dis, oui, j'ai un brouillard dans la tête. C'est exactement ça, docteur. Un brouillard dans la tête. Qui ont parfois des problèmes dermatologiques et des problèmes, on va dire, digestifs. Bon. Alors, quand on peut les traiter rapidement à l'ivermectine, et je leur donne à ce moment-là
le paquet complet couvreur, c'est-à-dire ivermectine, Médrol pour éteindre l'incendie inflammatoire, azithromycine pour bloquer aussi les bactéries qui seraient également infectées par Covid, un antihistaminique pour immunomoduler comme je peux la réaction inflammatoire, voire de l'aspirine pour bloquer les mécanismes d'agrégation plaquettaire, et voire même des anticoagulants s'ils font de la microcoagulation. Si on prend ces gens-là tôt, ils guérissent très rapidement et reviennent en disant c'est fantastique, je suis un autre homme ou une autre femme. Mais j'ai 4 patients qui n'ont pas été traités entre 2020 et fin 2021, c'est-à-dire pendant près de 2 ans. Aujourd'hui, ils présentent tous une polyneuropathie, donc c'est-à-dire une atteinte des nerfs périphériques qui est irréversible. Pour certains d'entre eux, ils ont des lésions cérébrales d'origine vasculaire pour un des cas, et pour l'autre, je ne sais pas très bien. Pour un des cas également, il présente, et je lui dis bonjour, une population lymphocytaire anormale et qui croît et qui double tous les 6 mois de manière absolue. Et donc, je suis Alors, très je vais inquiet. traduire une population lymphocytaire, c'est une portion particulière de globules rouges, de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Ouais. Et donc, cette population double. Et j'ai l'impression, allez voir, que j'ai beau donner de l'ivermectine et tout, aujourd'hui, leur système immunitaire a été tellement détraqué qu'il ne revient plus à un état d'équilibre et qu'ils sont en train de s'autodétruire par déséquilibre du système immunitaire trop longtemps déséquilibré. Et une de ces patientes est allée faire une IRM et elle me dit, vous savez ce que le radiologue m'a dit? Ça ressemble à une sclérose en plaques. Et je dis, mais c'est une sclérose en plaques que vous avez. Seulement, comme c'est pas une sclérose en plaques et qu'ils veulent pas le dire, eh ben, c'est pas une sclérose en plaques. Macha a une encéphalomyélite chronique évolutive qui mériterait d'avoir les immunomodulateurs, au moins à titre expérimental, pour empêcher l'évolution de son encéphalomyélite. Eh bien, on le lui refuse. Non seulement on le lui refuse, mais nos confrères, et elle peut en témoigner, se sont comportés d'une manière, je dirais, brutale, violente à son égard, y compris d'ailleurs les médecins généralistes. Donc voilà, mon cher Eric, où nous en sommes dans la population médicale et face au Covid chronique. Alors, Alors, est-ce que tu penses qu'il y a aussi une prédisposition au Covid long, parce que tout le monde, enfin au Covid chronique, pardon, parce que tout le monde ne fait pas un Covid sévère, tout le monde ne fait pas un Covid chronique, et certaines personnes sont très affectées, même pendant une semaine, j'en ai vu, hein, et traitées ou non traitées, ça peut facilement rentrer dans l'ordre sans séquelles, ou chez certaines personnes, ça peut se prolonger avec des épisodes de fatigue. Et là, on a vu un petit peu de tout. Est-ce qu'il y a une prédisposition? Est-ce que c'est est-ce qu'il y a un terrain qui, notamment, je pense au microbiote intestinal, toutes les pathologies précédentes qui font que ça peut flamber chez certains et être là très tranquille chez d'autres. Et une autre question aussi, Yves. On a constaté quand même, et je suis pas le seul, hein, j'ai discuté de ça avec Martine Bonner et avec Stéphane Gaillet, qui sont quand même tous les deux médecins, on a l'impression que nos collègues sont moins malades que la population générale. Alors, c'est une question que s'était posée, notamment, est-ce qu'il y avait une différence de l'eau? Est-ce qu'il fallait pas justement que les personnes qui injectaient le plus ne soient pas trop malades, sinon ils allaient dire à toute la population de ne pas le faire? On peut tout imaginer, hein. Honnêtement, si on part sur la base d'une théorie du complot, on peut absolument tout imaginer, notamment épargner nos confrères pour qu'eux puissent se dire que ces vaccins sont sûrs et efficaces sans danger. Vous voyez, moi, je me suis fait vacciner, j'ai pas eu de soucis. On en connaît bien quelques-uns, mais de façon très éparse, qui ont eu des problèmes des petits problèmes neurologiques, même un cancer, mais n'importe quel médecin, même à 50 ans, comme c'est arrivé il y a quelques jours près de chez moi, peut mourir d'un cancer s'il a un terrain déjà atteint dès le départ. C'est pas forcément lié au vaccin, donc c'est difficile de faire la part des choses. S'il y en avait eu 50 dans mon département, je me serais posé la question, mais là, juste un. Alors, est-ce que, à ton avis, il y a une chose un traitement de faveur particulier pour les médecins ou pas? Oh, Eric, je n'oserais pas imaginer, par exemple, que nos confrères aient bénéficié, disons, d'une injection virtuelle, si tu vois ce que je veux dire.
Ce sont quand même ceux qui ont accès aux fioles aussi. Aussi. Donc, entre la fiole et le lavabo, parfois, il y a des raccourcis. Ça, On c'est peut une espérer qu'en hypothèse. tout cas que tous ces gens n'ont pas vacciné, ne se sont pas fait de l'argent sur le dos des patients. Espérons-le. Tu Mais voulais, ton autre question, si tu veux bien, je vais y répondre avant de l'oublier. Oui, il y a une prédisposition génétique et je m'en étais aperçu ou dans des familles où je voyais bien, par exemple, que le mari qui avait pourtant un cancer du poumon résistait très bien au Covid et par contre le fils, 20 ans, et la mère, c'était terrible avec des problèmes cardiaques très importants, des tachycardies, des bradycardies, donc le rythme cardiaque qui file et puis qui descend. Bon. Et donc je me suis dit, mais ça peut pas être autrement que le chromosome X. Et puis en lisant quand même un peu, en m'étant perdu de retraité, eh bien oui, ben, le gène ACE, donc le gène récepteur de la spike, c'est le gène ACE et il se trouve sur le chromosome X. Alors j'en ai discuté avec mon épouse hier. Il y a visiblement dans ce gène un polymorphisme qui fait que certains variants de ce gène sont protecteurs et d'autres sont délétères, c'est-à-dire qu'ils vont rendre un Covid plus agressif. Alors, pour ce qui est du Covid chronique, je ne sais pas très bien. C'est une question très intéressante, de voir un peu la génétique, mais c'est la génétique essentiellement du gène ACE, la fameuse cascade donc fétiche de notre ami Jean-Marc Sabatier, qui est là-dedans. Mais j'ai pas de lumière. Je vais arrêter d'aller plus loin. alors, je voudrais qu'on discute un petit peu ensemble de cet article qui t'a fait réagir, notamment quand tu as entendu parler du cancer et des mitochondries, parce que toi, des cancers, tu en as vu un paquet bouger, et c'est quand même pas la même chose qu'on a un simple cancer papillaire de la thyroïde, qui est tout à fait, on va dire, fréquent et peu agressif, et un cancer du pancréas qui, lui, peut emporter les personnes en une semaine. Il ne s'agit pas du tout de la même chose. Est-ce que tu peux, avec des mots très simples, expliquer à chacun d'entre nous ce que c'est qu'un cancer, à quoi ça correspond, et de quoi on parle réellement quand on parle de cancer? Tu fais allusion à ma réaction sur cet article cancer et mitochondries. Donc les mitochondries sont des petits organismes intracellulaires qui servent, je dirais, de fabrication énergétique aux cellules. Alors le cancer, j'étais très fâché de voir qu'on utilisait ce vocable, un peu comme dans Madame Figaro. Il y a tellement de différences entre un petit cancer de la peau qu'on appelle un carcinome basocellulaire, qui quand on l'enlève s'arrête, il n'y a jamais de métastase, et par exemple une leucémie promyélocitaire qui emporte les gens en quelques jours. Ce sont deux cancers, certes, mais ça n'a rien à voir. Donc, il faudrait arrêter également ce concept de cancer et qu'on se dise, dans tel type de cancer, ça peut avoir son intérêt, et voilà. Parce que déjà, quand on me parle de cancer et mitochondries, l'analyse scientifique est déjà faussée au départ, puisqu'on va comparer des poires et des pommes. Alors, je n'ai pas de lumière sur la relation entre les mitochondries et le cancer, puisque je suis obligé d'utiliser ce terme, mais j'aimerais pouvoir en discuter avec les propagandistes en leur posant des questions, je ne dirais pas méchamment, mais d'un point de vue scientifique, il faut toujours être un petit peu sadique avec les gens qui viennent avec une théorie. Une théorie scientifique, c'est une théorie qu'il faut essayer de démolir et voir si elle est robuste, si elle est résistante. Donc, je serais ravi d'avoir un entretien avec les promoteurs de cette théorie qui lie mitochondrie, activité mitochondriale et cancer. Jusque maintenant, je n'ai jamais eu de discussion sérieuse, ce qui quand même m'inquiète un peu. Et je vois fleurir, par contre, toutes les semaines, une nouvelle panacée. Quand ça n'est pas le NAC-glutathion, c'est le bleu de méthylène. Si c'est pas le bleu de méthylène, c'est le CDS. La semaine d'après, c'est l'iode. Je dis, mais enfin, écoutez, arrêtez, là, il y a une volonté. On tombe dans le religieux. Il faut un sauveur, et il faut une onction qui permette de guérir tout ça. Donc, il faut se calmer, regarder tout ça à tête reposée, poser des questions désagréables, ce qui ne signifie pas qu'on déteste la personne avec laquelle on discute. Ça tient pas la route. Expliquez-moi comment.
je l'ai dit, moi j'ai discuté 1 heure avec Calcaire du CDS, j'ai pas eu la moindre explication, ni chimique, ni biochimique, ni biologique, à toutes les vertus que Calcaire prétend que son CDS donne accès. Donc voilà. Ok, on comprend bien. Je veux revenir un petit peu sur les interviews que tu avais faites des victimes d'accidents d'armes à énergie dirigée. Tu en as eu à peu près une soixantaine, hein, notamment tu as été interpellé par le décès de Jean-Luc Lagardère. Si tu peux nous en donner quelques petits mots et puis nous expliquer ce que tu entends par arme à énergie dirigée. Nous, on a ici dans cette émission déjà reçu Kaji qui a vulgarisé les travaux de Julie Wood sur le 11 septembre. Il semblerait que ce ne soit pas du tout, comme tu nous disais en off, le même type d'arme à énergie dirigée, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ces fous qui sont en face, et donc il va falloir encore définir l'identité, possèdent toutes les technologies pour nous nuire de façon considérable, que ce soit à l'échelle collective comme à l'échelle individuelle. Oui, alors on va vite liquider le cas, si j'ose dire, de Jean-Luc Lagardère. Alors Jean-Luc Lagardère, en fait j'en avais discuté avec un ami à travers son bouquin, et j'avais dit, mais écoute, il y a quelque chose qui va pas, c'est une encéphalomyélite auto-immune ne tue pas quelqu'un en une nuit, c'est pas possible. Bon. Donc j'avais interviewé monsieur Payen de la Garanderie, qui était le médecin qui s'était occupé de lui, et je n'ai pas eu de réponse, sauf qu'il m'a dit qu'en fait, il n'y avait pas eu d'autopsie de cerveau, parce que le cerveau était dans un état complètement liquéfié. Je dis, mais alors pourquoi affirmez-vous que c'est ça? Alors, j'ai plus jamais eu de réaction. Alors, en réfléchissant, si c'est pas une encéphalomyélite aiguë auto-immune, qu'est-ce que ça peut être? Et bon, je vous laisserai aux gens le soin de lire mon bouquin en petit teaser, mais au bout du bout, il s'avère bien pour moi que c'est un empoisonnement sophistiqué dont a été victime Jean-Luc Lagardère. Pour une raison simple, c'est que l'État français, il avait joué cavalier seul un peu trop longtemps, et que ça avait fini par déplaire, et qu'à force de déplaire, on finit par avoir des accidents de santé. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais entre la vérité qu'on nous propose et la réalité disséquée derrière, il y a un monde, un abîme. Et j'aurais dû creuser plus loin, mais il se fait que j'ai rencontré une charmante collègue d'origine hongroise et que j'ai eu d'autres choses à faire pendant un certain temps. Et puis, je suis retombé en 2019 dans le bain d'Epstein, où j'ai travaillé avec un groupe de dames dans le team F-Society, et où nous avons analysé le Black Book d'Epstein. Nous avons vu la toile d'araignée jetée sur le monde et les personnes aux manettes pour corrompre tout le monde et finalement avoir, je reviens à ça, le pouvoir sur tout le monde. De fil en aiguille, je suis tombé, et je ne le savais pas du tout, sur des gens victimes de harcèlement en réseau, c'est-à-dire de gens qu'on pourchasse avec l'organisation étatique afin de les paupériser, de les décrédibiliser et de les enfermer physiquement et moralement et socialement. Et une fois que c'est fait, de tester sur eux des armes à énergie dirigée. Alors, il n'y a pas que les armes électromagnétiques, il y a des armes à infrasons et il y a des armes très probablement dont la technologie nous échappe. Et encore quelqu'un tout à l'heure qui me disait, mais si, avec une cage de Faraday, on peut se protéger. Je dis, monsieur, interviewer les victimes, on a fait une cage de Faraday, elle était bonne, ça passait quand même à certains niveaux. Donc, on voit bien que ces gens ont une technologie extrêmement en avance sur ce que nous savons. Alors, tu me posais la question du 11 septembre. Oui, il y a un continuum entre les armes à énergie de haute énergie, comme celles qui utilisent au 11 septembre, qui ont été utilisées à Maui, qui déclenchent les incendies au Canada, en Californie et maintenant en Wyoming. C'est tout à fait évident. C'est probablement une partie de la même technologie, mais à des buts différents, des intensités différentes. Je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Mais il y a un continuum. Et le point commun, ça reste quand même le complot, c'est-à-dire nous liquider tous, sauf 5% qu'on gardera dans une espèce de parc zoologique sous contrôle. Oui. Alors, on va revenir à ces îles, justement. Depuis tout à l'heure, on parle de îles, ceux qui veulent nous maîtriser, nous diriger. Tu as parlé du réseau Epstein.
Est-ce que, selon toi, il y a encore plus haut et encore plus à craindre? Et puis, j'ai l'impression que tu nous parles comme si tout était fait, écrit d'avance et que on vivait cette tragédie et on ne pouvait pas sortir de là et on avait finalement le rôle qu'on avait à jouer était insignifiant. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu es trop pessimiste sur nos capacités à Non, réagir? c'est un excellent résumé. Là, je pense que j'ai disparu. Enfin, bon, voilà. C'est un excellent résumé. Aujourd'hui, si on parle d'un complot, on est dans un processus apocalyptique. Les gens d'en face sont des... Et ils se sont jamais cachés. J'ai parlé de Matrix tout à l'heure, c'est leur programme qui nous est destiné. Il suffit de regarder à l'arrière du billet d'1 $, on voit cette pyramide en fractal, c'est-à-dire des pyramides dans les pyramides. Le bas, c'est le lumpen, et puis plus on monte dans une pyramide de pouvoir, plus les gens ont du pouvoir sur les étages inférieurs, mais moins ils en ont sur eux-mêmes. Et c'est là que le raisonnement bute chez beaucoup de personnes. Ils disent, oui, mais ils se tirent une balle dans le pied en faisant ça. Oui, mais ces gens ne sont plus des individus. Ils sont sous contrôle mental ou peu importe, pédosatanique. Alors, on voit les lieutenants, bah, on les voit bien, hein, c'est Bezos, c'est Zuckerberg, bon, ben voilà, c'est des gens comme ça. Mais ça, c'est la dernière couche qu'on voit. Mais au-dessus, tout le monde sait qu'il y a une autre couche. Alors, on peut donner des noms, hein, Rockefeller, enfin les Illuminati, voilà, les familles nobles de l'Europe. Ils sont absolument mêlés à tout ça. Et au-dessus, quand on regarde ce billet d'1 $, il y a un nuage, c'est-à-dire qu'il change de nature, il se détache d'ailleurs de la pyramide d'en dessous, et moi je pense que c'est Matrix, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui fonctionne sur elle-même, par elle-même, et qui dirige tout ce qu'il y a en dessous. Pour répondre à ta question, si on admet ce complexe messianique satanique, leur but c'est ce que j'ai dit, je ne vais pas me répéter. Alors, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Puisqu'on dit qu'on est dans un processus apocalyptique, soit on est de leur côté, le côté noir, c'est-à-dire plus d'individus, rien que le pouvoir, euh, voilà, pouvoir, et de l'autre côté, des individus, quelque chose de lumineux, quelque chose d'affectueux en principe entre les individus. Mais dans l'Apocalypse, qui signifie révélation, je le répète, on a 4 cavaliers, on a les épidémies, bon, on en a parlé, on a la destruction économique et financière, elle est en cours, on a la maîtrise de la météo, et bon, je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas le ciel et qui ne voient pas les chemtrails, qui pensent qu'HARP n'existe pas, et voilà, qu'on ne peut pas faire de tremblement de terre, ces gens savent tout faire. Donc ça, c'est ça. Et puis il y a la guerre. Et la guerre, je pense qu'aujourd'hui, elle est là. Et elle est voulue par ces gens-là, qui nous disent, il suffit de regarder les films de Kubrick, parce que tout est dit. Kubrick, c'est quoi? Premier, c'est Docteur Falamo. Si on n'y arrive pas, on fait tout sauter. L'autre, c'est une orange mécanique, c'est le contrôle mental. Odyssée 2001, c'est la prise de contrôle de l'individu par l'informatique. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et la fin, maintenant, c'était Eyes Wide Shut, c'est-à-dire le dernier film de Kubrick, après quoi ils l'ont liquidé. C'est la secte qui se montre de l'intérieur dans ses rituels, en disant maintenant, on peut y aller, on peut leur montrer qui on est les plus forts. Nous passerons, que nous le voulions ou non, par la case Armageddon, combat final. Alors, qui gagnera entre le Christ et l'Antéchrist? J'en sais rien. Nous n'échapperons pas, je le dis en riant, mais ça n'aurait rien de drôle, à ce combat. Est-ce que nous pouvons l'empêcher? La réponse est non. Par contre, nous pouvons nous y préparer à titre individuel et surtout de manière spirituelle, comme ça a été dit par les survivantes, à qui je veux rendre encore une fois hommage, et parmi elles, Hélène Pellos, ce combat, c'est aussi Toutes un ces femmes combat qui ont témoigné dans le intérieur que nous documentaire devons. de Pierre Barnier. Absolument, oui. Absolument. Donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a plus rien à faire pour empêcher la chose. Par contre, nous avons un énorme travail intérieur à faire pour nous préparer à quelque chose auquel nous n'avons pas été préparés. C'est très important ce que tu dis là, parce que
ça te pose le problème, ça te pose la question des armes. On a, nous ici, petites gens du peuple, aucune légitimité et aucune force possible avec des véritables armes légales telles qu'ont les États, qui ont la violence légitime de leur côté. Par contre, ceux qui n'ont pas et sur lesquels ils ne pourront pas contrôler, ce sont ces armes spirituelles que nous avons, que nous vivons chacun entre nous. À ton discours, je pressens, Yves, que tu as une fibre catholique ou au moins chrétienne. Est-ce que tu as envie de nous en parler ou pas du tout? Si, je peux en parler. J'étais athée matérialiste pendant très longtemps et je suis devenu chrétien. Je veux dire que je ne crois pas à Dieu, mais je crois au diable. Mais je suis chrétien en ce sens que une personne ayant un statut à la fois Jésus, c'est-à-dire humain, et un statut Christ me parle. Puisque tu me demandes ce que je vois, pour moi, être chrétien, c'est me trouver dans une pièce où je devine les objets. Il fait noir, je vois pas grand-chose, je sens vaguement, voilà. Mais il y a un ray de lumière sous la porte. Et ce ray de lumière, pour moi, c'est effectivement la présence du Christ. Donc la Bible, je la prends comme un texte, je dirais, historique, intéressant, hein, parce que l'Apocalypse de Saint Jean, on y est. Mais c'est là-dedans que je trouve la spiritualité. Et le combat que je mène, c'est un combat qui n'est pas mu par l'espérance que ce combat va changer le cours des choses, je n'y crois pas, mais il va me changer moi, et c'est ça qui est important. Et il me change déjà, je l'ai déjà dit, je le redis encore, je remercie toutes les victimes qui m'ont fait l'honneur de témoigner chez moi, les victimes, les survivantes dont tu as parlé tout à l'heure, le film, parce que ce sont des gens qui m'ont sorti d'une espèce de sommeil. Et je ne sais plus si c'est Jean-Jacques Rousseau ou Pascal qui avait dit « Je ne voudrais pas qu'on dorme sa vie ». Et je me suis éveillé grâce à ça et grâce, pour parler clairement, au merdier dans lequel on plonge de plus en plus profond. Alors, est-ce que c'est pas douloureux et amer, la pilule rouge? Est-ce que toi, tu as préféré être tranquillement dans la pilule bleue, rester dans la matrice et sans souci et ne pas s'inquiéter de tout ce qui nous arrive, comme la très grande majorité de nos concitoyens et notamment de nos collègues? Oui, non, c'est pas possible, c'est contraire à ma nature. Seulement, ce que je voulais te dire, c'est que la pilule rouge dans le film Matrix, il la prend une fois. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est un bocal et j'en ai bouffé chaque fois une de plus, et je suis pas sûr de les avoir toutes bouffées. Ok. J'ose présumer, Yves, qu'avec ta gouaille et ta grande voix, tu ne te fais pas que des amis. Qu'est-ce que tu crains pour ta vie? Merci de poser ces questions. D'abord, c'est gentil de ta part. Alors, en ce qui me concerne, dans les groupes de soutien, nous avons eu un ami qu'on a essayé de tuer quand il était à vélo. Il a été grièvement blessé parce que nos amis d'en face n'aiment pas du tout qu'on aide les victimes. J'en ai un autre qui s'est fait tirer dessus plusieurs fois à l'arme électromagnétique. Quant à moi, je suis victime, disons, de petites manifestations discrètes, de me dire, tu sais, on sait tout le temps où tu es, ce que tu fais, et sous-entendu, on peut faire ce qu'on veut. Ce qui est vrai, il peut faire ce qu'il veut. Alors, ma destinée à moi m'a diffère assez. Ce qui compte, me semble-t-il, c'est l'opinion que je puisse me faire tous les soirs en m'endormant, en me disant, si je me réveille pas et que j'arrive là-haut, si ça existe, je pourrais me défendre, disant, j'ai fait ce que je pouvais faire. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe. Je suppose que tu pourrais faire tienne cette phrase de Charles Péguy, hein, qui disait celui qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait le complice des faussaires et des voleurs. C'est exactement ça. Maxime pour Maxime, une que j'aime beaucoup pour embrayer sur ce que tu viens de dire, c'est le duc de Saint-Simon qui disait « Mon estime pour moi-même n'a cessé de croître à mesure du tort que je causais à ma réputation. » Une dernière chose, on avait dit au début de l'émission, tu es belge et tu es proche aussi de Alain Collignon qui a créé le OUPS. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, cette espèce d'ordre qui serait un contre-ordre, un contre-conseil de l'ordre national, que nous subissons autant en France qu'en Belgique d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler de OUPS et de l'ampleur que ça commence à prendre?
Je soupire, parce que j'en ai parlé plusieurs fois avec Alain, en disant, écoute Alain, je suis bien conscient que ce n'est pas à la hauteur de l'apocalypse en cours. Je pense qu'Alain aime la bagarre aussi. C'est un honnête homme, comme on aurait dit au XVIIe siècle. Il a sa façon d'envisager le combat qui n'est pas la mienne. Ça m'intéresse pas beaucoup. En plus, je pense que ma façon de faire ne les intéresse à l'oups. Voilà. Donc, nous sommes un peu sur des voies parallèles. D'accord. Bon, j'ai bien compris en tout cas, et nous avons bien compris que l'enjeu était plus d'ordre spirituel que d'ordre purement matériel. Donc, nous proposons, je pense que tu seras d'accord, à chacun de trouver sa manière, mais de s'élever spirituellement et de trouver les armes spirituelles nécessaires pour faire face à ce qui vient et ce qui est absolument inédit dans l'histoire. On arrive au terme de l'émission. Yves, je ne sais pas si tu as d'autres petites choses que tu souhaiterais dire à l'antenne avant qu'on la rende. Une toute petite chose, d'abord, merci Eric et merci à Eric Montana de m'inviter et de m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet vraiment très important qui est le Covid chronique, parce que cette désagrégation importante de la population est capitale et est tout à fait occultée, y compris dans le milieu. Je voudrais également remercier, je le fais encore une fois, mon épouse, parce que être l'épouse d'un Don Quichotte, c'est pas toujours amusant. Voilà. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance et qui me montrent leur affection, et il y en a quand même. Voilà. Une dernière chose, tant que j'y pense, toi qui as vécu quand même plus de 40 ans d'exercice médical, comment tu vois l'évolution actuelle, la mentalité, est-ce que ça a changé entre le début de tes études et maintenant, concernant notamment la façon dont les praticiens hospitaliers exercent? Est-ce que tu vois une différence entre les vieux et les jeunes? C'est ça que je veux dire surtout. Hélas. Ce sera le fin mot qui dit beaucoup plus que n'importe quel autre discours. Je fais le même constat que toi, malheureusement. Chers amis, merci, à très bientôt et à la semaine prochaine. Yves, tu peux rester avec nous pour le off si tu veux bien. Merci. Au revoir. Au revoir.